Donald Trump a rencontré Volodymyr Zelensky à Washington, une question dominant toutes les autres. L'Occident doit-il instaurer une zone d'exclusion aérienne en Ukraine? Zelensky le réclame depuis le début de l'invasion, suppliant pour une défense contre les missiles et drones russes qui frappent chaque nuit les quartiers civils. Trump ne s'est pas engagé, il a lancé l'idée, observé les réactions et laissé la porte ouverte. Mais derrière les caméras, il ne s'agissait pas seulement de l'Ukraine, il s'agissait de tracer une ligne dans le ciel qui pourrait entraîner le monde dans une guerre. Zelensky voit le salut, Poutine voit une provocation, et Trump, eh bien, il joue sur les deux tableaux. Dans cette vidéo, nous expliquerons pourquoi cette idée revient souvent, et pourquoi la solution n'est pas aussi simple qu'on le pense. Ce débat sur la zone d'exclusion aérienne n'est pas nouveau. Ce sujet circule depuis le début de l'invasion russe en 2022, et demeure l'un des plus brûlants de la politique mondiale. Pour comprendre la persistance de cette idée, il faut revenir à ses origines. Ni en 2022, lors de l'invasion russe, ni en 2014, lors de l'annexion de la Crimée. En 1994, l'Ukraine a pris une décision qui façonne encore aujourd'hui. À l'époque, l'Ukraine venait de se libérer de l'Union soviétique. Après la séparation, elle a hérité d'un vaste arsenal nucléaire. On parle de plus de 1900 ogives nucléaires stratégiques, ce qui en faisait la troisième puissance nucléaire à l'époque. Et, comme vous pouvez l'imaginer, c'est assez de puissance de feu pour effrayer n'importe qui. À l'époque, le monde refusait que d'autres pays aient l'arme nucléaire. L'Ukraine a donc signé volontairement le mémorandum de Budapest le 5 décembre 1994. L'accord stipulait que l'Ukraine renoncerait à toutes ses armes nucléaires en échange. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie ont promis de garantir la sécurité et les frontières de l'Ukraine. Ils ont affirmé qu'ils interviendraient si l'Ukraine était menacée ou attaquée, ce qui paraissait un accord solide. Abandonner les armes nucléaires pour des garanties de sécurité. En 1996, l'Ukraine a éliminé toutes ses armes, certaines étant envoyées en Russie pour leurs centrales électriques. Mais aujourd'hui, cette promesse semble vide pour beaucoup d'Ukrainiens. La Russie a repris la Crimée en 2014, puis a lancé une invasion à grande échelle en 2022, violant chaque partie de cet accord. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont fourni argent et armes, mais ce n'est pas une défense inébranlable. L'Ukraine s'attendait à ce que l'argent et l'aide n'empêchent pas ses citoyens d'être assassinés, ce qui ne serait pas arrivé si elle avait conservé ses armes nucléaires. Jusqu'à présent, plus de 13 800 civils sont morts depuis le début de l'invasion, avec 286 tués rien qu'en juillet 2025, le pire bilan depuis des mois. Ce sont de vraies familles, enfants et grands-parents, pris dans une guerre qu'on leur avait assurée impossible. La promesse non tenue pousse l'Ukraine à réclamer une zone d'exclusion aérienne. Ils se sentent trahis, et chaque missile sur l'Ukraine aggrave leurs blessures. Dès le début de la guerre, en 2022, Zelensky a demandé une zone d'exclusion aérienne quelques semaines après l'entrée de la Russie. Il a passé des appels vidéo avec des dirigeants du monde entier, leur demandant de fermer le ciel. Ce n'était pas seulement une manœuvre politique pour rallier le soutien à l'intérieur du pays, même si cela y a contribué, c'était une question de survie. À Kiev, Kharkiv et Mirpol, les sirènes d'alerte aérienne retentissent plusieurs fois par jour. Les gens se réfugient dans les sous-sols ou le métro, espérant que le prochain missile épargnera leur maison. En juillet 2025, la Russie a lancé plus de 1000 missiles et drones contre des écoles et hôpitaux. Pour les Ukrainiens, une zone d'exclusion aérienne est un bouclier contre la terreur quotidienne, pas seulement une politique. Zelensky a insisté sur ce sujet dans ses discours et réunions, notamment avec Trump la semaine dernière. Plus de 80% des Ukrainiens veulent une action occidentale renforcée. Pour beaucoup, fermer le ciel symbolise la protection et montre que le monde se soucie d'eux. Quand les mots et les sanctions échouent, il y a aussi une dimension stratégique. Les responsables ukrainiens ont soutenu que contrôler le ciel, même partiellement, pourrait changer la donne sur le champ de bataille. Actuellement, la Russie utilise la puissance aérienne, non seulement pour bombarder les villes, mais aussi pour empêcher l'Ukraine de déplacer ses troupes et son matériel en toute sécurité à travers le pays. Une zone d'exclusion aérienne, même restreinte, aiderait l'Ukraine à déplacer ses forces, évacuer les civils et ravitailler les unités en première ligne plus efficacement, sans regarder sans cesse derrière eux. Ils affirment que cela ferait pencher la guerre en leur faveur, non pas en dominant le ciel, mais en se déplaçant enfin au sol en toute confiance. Ainsi, Volodymyr Zelensky cherche non seulement à toucher les dirigeants occidentaux, mais aussi à redéfinir la conduite de la guerre.
Pourquoi Donald Trump envisage-t-il une idée longtemps exclue? Il n'est pas réputé pour s'impliquer dans des conflits étrangers. Son style consiste à conclure des accords et à paraître fort sans s'enliser dans de longues guerres. Pendant son premier mandat, il a sanctionné la Russie tout en souhaitant de bonnes relations avec Vladimir Poutine. En 2025, il utilise la zone d'exclusion aérienne comme monnaie d'échange. Lors de la réunion, il a suggéré un soutien aérien américain, comme des avions de chasse ou des défenses d'antimissiles, mais seulement dans un plan de paix global. Il refuse des troupes au sol, fidèle à sa politique « l'Amérique d'abord », ce qui plaît à ses électeurs. Ils ne veulent pas d'un autre Irak ou Afghanistan. Un sondage récent montre que 59% des Américains n'ont pas confiance en sa gestion du conflit Russie-Ukraine. Mais 51% des républicains soutiennent désormais l'aide militaire, ce qui représente une augmentation de 21 points par rapport à l'année dernière. C'est un changement, mais convaincre les électeurs de soutenir une zone d'exclusion aérienne reste difficile. Trump semble sonder l'opinion, soit pour pousser la Russie à discuter, soit pour envoyer un signal aux alliés. Il est sérieux à propos du leadership, mais c'est une question d'équilibre. Il le sait. Une zone d'exclusion aérienne totale risquerait un affrontement direct avec les États-Unis. Difficile à faire accepter. Revenons en arrière. Nous parlons de cette zone d'exclusion aérienne, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Une zone d'exclusion aérienne est avant tout une mission de combat, pas seulement un acte diplomatique. Cela signifie déclarer que certains avions sont interdits de vol dans une zone désignée, puis faire respecter cette interdiction par la force. Cette application est tout sauf passive. Cela exige des avions de chasse dans le ciel, jour et nuit, prêts à intercepter et à abattre les contrevenants. Parfois, il faut aussi neutraliser les menaces au sol, comme les stations radars, lance-missiles et centres de commandement. Même situés hors du pays protégé, ces systèmes peuvent être ciblés. Ce n'est pas une théorie, mais une doctrine. Pour l'Ukraine, cela implique que des avions de l'OTAN patrouillent en permanence, prêts à intercepter tout appareil ou missile russe entrant dans son espace aérien. Cela signifie frapper les défenses aériennes russes, dont certaines sont stationnées en Biélorussie, ou profondément à l'intérieur de la Russie. Il ne s'agit pas seulement de protéger les civils, mais aussi d'engager directement les forces russes. C'est une affaire dangereuse et cela frôle la guerre. Ce ne serait pas la première fois que l'Amérique impose et défend une zone d'exclusion aérienne, comme en Irak. Après la guerre du Golfe, de 1991 à 2003, les avions américains et alliés ont mené des milliers de missions pour empêcher Saddam Hussein de bombarder son peuple. Ils patrouillaient et détruisaient aussi des sites radars et des batteries anti-aériennes. Entre 1993 et 1995, l'OTAN a instauré une zone d'exclusion aérienne en Bosnie pour immobiliser les avions serbes et arrêter le nettoyage ethnique. En 2011, en Libye, la zone d'exclusion aérienne, instaurée pour protéger les civils, a abouti à la chute du régime de Kadhafi sous les frappes de l'OTAN. Ces missions ont réussi, car les adversaires étaient divisés, militairement dépassés et incapables de riposter efficacement. La Russie n'est pas ce type d'adversaire. Elle a une aviation moderne et plus de 5900 ogives nucléaires. Si l'OTAN abat un avion russe, elle risque un affrontement direct avec la plus grande puissance nucléaire mondiale, pas seulement l'application d'une zone. Si l'on se base sur la quantité d'armes, c'est là la différence. Imposer une telle force à la Russie ne serait pas dissuasif, mais une escalade. Et cela nous amène directement à la raison pour laquelle les chances qu'une zone d'exclusion aérienne soit instaurée au-dessus de l'Ukraine sont pratiquement inexistantes. Imaginez des avions de l'OTAN patrouillant au-dessus de l'Ukraine et verrouillant un avion russe qui franchit la ligne. Ils l'abattent. Et maintenant, la Russie ne va pas simplement laisser passer ça. Ils pourraient répliquer en attaquant une base de l'OTAN en Pologne ou en envoyant leurs avions défier les patrouilles. Soudain, ce n'est plus seulement l'Ukraine contre la Russie, c'est l'OTAN contre la Russie. Et là, c'est un tout autre jeu. Les deux camps possèdent des armes nucléaires, largement de quoi anéantir des pays entiers en quelques minutes. Et ne pensez pas que la Russie hésiterait à les utiliser. Poutine a clairement indiqué qu'il considère une zone d'exclusion aérienne comme un acte de guerre. En 2022, il a prononcé un discours avertissant que tout pays qui en imposerait une serait considéré comme un belligérant. Les enjeux sont extrêmement élevés. En 1962, lors de la crise des missiles de Cuba, la destruction potentielle d'un avion espion américain a presque déclenché des frappes nucléaires. Prenez l'exercice Able Archer de 1983, où l'Union soviétique a cru qu'une manœuvre de l'OTAN était une attaque et a préparé ses armes nucléaires. Une simple erreur aujourd'hui pourrait déclencher une réaction en chaîne, comme un pilote visant la mauvaise cible. Les dirigeants le savent, et c'est pourquoi ils sont si prudents. Personne ne veut risquer de provoquer Poutine et créer une catastrophe mondiale par erreur. L'histoire montre à quelle vitesse les choses peuvent dégénérer même sans invasion totale.
Durant la guerre de Corée, dans les années 1950, des pilotes américains et soviétiques se sont affrontés au-dessus de la Corée du Nord, bien que l'Union soviétique n'y participait pas officiellement. Des avions américains ont abattu des dizaines de MiG soviétiques, et les pilotes soviétiques ont riposté sous couvert d'uniformes chinois. Ces affrontements ont failli provoquer plusieurs fois une escalade directe. C'est un rappel que les conflits aériens ont tendance à brouiller les frontières politiques. Dans le cas de l'Ukraine, les pilotes russes ne feraient pas semblant. Ils porteraient leur propre drapeau, voleraient sous leurs ordres et répondraient directement à Moscou. Chaque interception ou tir de missile pourrait déclencher un événement imprévu, auquel aucun camp ne pourrait échapper. Le coût est aussi un facteur majeur. Un filet aussi large serait cher. Les analystes militaires estiment qu'une zone d'exclusion aérienne en Ukraine nécessiterait 500 à 800 sorties quotidiennes selon l'activité russe. Il ne s'agit pas de quelques jets, mais de centaines d'appareils, Airborne Warning and Control System, avions de surveillance, ravitailleurs, plateformes de guerre électronique, chasseurs d'escorte, opérant en continu. Des dizaines de milliers de personnels seront déployés sur des bases régionales avec le soutien de centres logistiques pour carburant, maintenance et munitions. Le coût, selon certains experts en défense, dépasserait 10 milliards par mois, et cela n'inclut pas les pertes si des appareils sont abattus. En comparaison, l'opération en Libye, plus petite et moins contestée, a coûté plus de 11 milliards en quelques mois. L'Ukraine est un champ de bataille plus difficile, avec des défenses aériennes, un espace aérien contesté et une réelle puissance militaire. Ce n'est pas patrouiller dans un désert vide, mais entrer en combat. Un problème juridique existe. Une zone d'exclusion aérienne requiert l'accord du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, où la Russie, membre permanent, dispose d'un droit de veto. Il le bloquerait immédiatement. Sans l'Organisation des Nations Unies, l'OTAN risquerait d'enfreindre le droit international, même en voulant sauver des vies. En Libye, l'Organisation des Nations Unies a approuvé, mais la situation s'est compliquée en Irak et en Bosnie. Cela a été fait sans approbation claire de l'Organisation des Nations Unies qualifiée d'intervention humanitaire pour l'Ukraine. Certains soutiennent que l'ampleur des destructions, avec plus de 49 000 victimes civiles depuis 2022, justifie de contourner les règles. D'autres préviennent que cela risquerait de faire passer l'OTAN pour le méchant, et d'offrir à la Russie une victoire de propagande. Choix difficile. Sauver des vies, ou risquer de pires problèmes plus tard. Sans base légale, Moscou pourrait présenter toute action comme une invasion occidentale. Même si le but est défensif, l'OTAN n'est pas non plus sur la même longueur d'onde. L'Alliance compte 31 membres, et ils ne voient pas tous la situation de la même manière. La Pologne, la Lituanie et l'Estonie demandent des mesures plus strictes. Ils vivent près de la Russie, et ressentent la menace au quotidien. La Pologne a accueilli plus de 3 millions de réfugiés ukrainiens depuis 2022. Ils ont vu des missiles russes tomber près de leurs frontières, parfois même dans leur espace aérien. Ils veulent plus d'armes pour l'Ukraine, et peut-être même un soutien aérien pour dissuader la Russie. Mais des acteurs majeurs comme l'Allemagne et la France hésitent, craignant l'impact d'une guerre plus large sur leurs économies. En 2022, la réduction des livraisons de gaz par la Russie a fait flamber les prix de l'énergie en Europe, le gaz atteignant 300 € par mégawattheure, 3 fois plus que d'habitude. Un conflit direct rendrait cela dérisoire. L'Allemagne a envoyé des chars et des systèmes de défense aérienne, mais elle hésite à s'engager dans quoi que ce soit qui pourrait l'entraîner dans un conflit. La France évoque son soutien à l'Ukraine, mais a refusé d'appuyer une zone d'exclusion aérienne au sommet de l'OTAN, à La Haye, en juin 2025. Ils ont accepté de verser environ 50 milliards d'euros à l'Ukraine en 2024, un autre important montant prévu cette année. Malgré cela, ils ont évité d'accorder à l'Ukraine une adhésion complète, cela montre la division. Certains pays veulent s'engager pleinement, d'autres préfèrent rester ouverts au dialogue avec la Russie. Un autre angle à considérer dans toute cette situation, c'est la façon dont cela est perçu à travers un prisme psychologique pour l'Ukraine. Une zone d'exclusion aérienne concerne la survie. C'est la différence entre une famille qui dort en sécurité ou qui court se réfugier dans un abri à 3 heures du matin, quand les sirènes retentissent. Pour la Russie, c'est une question de fierté et de peur. Le Kremlin dit que l'OTAN veut les humilier ou les détruire. Ce n'est pas que de la propagande. Cela exploite de vraies peurs d'encerclement, une angoisse ressentie par la Russie depuis la guerre froide. Ce discours permet à Poutine de garder un fort soutien malgré la durée de la guerre, soutenu efficacement par les médias d'État. Les sondages montrent qu'environ 70% des Russes soutiennent toujours la guerre, en partie parce qu'ils la considèrent comme une défense de leur propre pays. Une zone d'exclusion aérienne renforcerait le récit et la position de Poutine. Chez nous, c'est comme si la même idée représentait deux réalités différentes, selon l'endroit où l'on se trouve.
Cela montre que ce débat concerne moins le bien ou le mal que la perception de chacun sur sa survie. Si une zone d'exclusion aérienne est trop risquée, on peut fournir à l'Ukraine plus de moyens de défense. L'Occident agit déjà dans ce sens. En 2025, l'Ukraine a enfin reçu ses premiers F-16 après des années de demandes. Ces avions, ainsi que des véhicules spécialisés pour les déplacer et les dissimuler, offrent à l'Ukraine un moyen de contrer les attaques aériennes russes. Des systèmes de défense aérienne avancés comme le Patriot ont abattu des centaines de missiles, selon les rapports. Plus de 80% des menaces ont été stoppées dans certaines zones. L'Ukraine compte aussi sur les drones. Ils ont formé une armée de drones frappant des cibles russes, dont des raffineries de pétrole, à des centaines de kilomètres en Russie. Ce virage vers l'autonomie est quelque chose que l'Occident apprécie, et cela aide l'Ukraine sans mettre les pilotes de l'OTAN en danger. Les guerres se mènent désormais différemment, modifiant totalement la notion de zone d'exclusion aérienne. L'Ukraine et la Russie mènent la plus grande guerre de drones de l'histoire. Des centaines de drones bon marché, longue portée et suicides réalisent chaque jour des missions des deux côtés. Ce ne sont plus seulement des outils de reconnaissance, ils constituent désormais la force aérienne, et ils sont difficiles à arrêter. Les zones d'exclusion aérienne classiques stoppent les chasseurs et bombardiers, mais pas les essaims de drones bon marché et discrets. C'est sans doute la première guerre où l'espace aérien est nié non par les chasseurs, mais par le brouillage, la guerre électronique et les combats de drones. Le champ de bataille a changé, les anciennes règles ne sont peut-être plus adaptées. Une autre idée serait une zone d'exclusion aérienne limitée, peut-être uniquement pour des raisons humanitaires, comme des couloirs aériens pour protéger les livraisons d'aide ou les évacuations. Ce n'est pas une fermeture totale de l'espace aérien, seulement des itinéraires spécifiques où les avions pourraient voler en toute sécurité pour larguer de la nourriture ou évacuer des personnes. Les couloirs humanitaires ont déjà servi, mais restent toujours entre protection et provocation. En Syrie, des couloirs aériens temporaires ont permis des largages de nourriture dans des villes assiégées, grâce à des accords internationaux. Même alors, les avions ont subi des tirs des forces du régime et des rebelles en Ukraine. Un corridor humanitaire utiliserait des routes aériennes surveillées par drones ou cargos escortés pour livrer de l'aide à Kherson ou Zaporizhia. C'est risqué car la Russie pourrait y voir un défi, mais une guerre totale reste peu probable. Certaines propositions suggèrent une application conjointe avec des pays neutres comme la Suisse ou des escadrons de l'Organisation des Nations Unies, mais ces idées sont souvent bloquées lors des négociations. La Russie défierait sûrement l'espace aérien, en brouillant les systèmes de positionnement global ou volant prêt pour tester la réaction. Et même une seule erreur, un seul drone abattu pourrait mettre fin à l'opération du jour au lendemain. Pour beaucoup en Ukraine, essayer vaut mieux que l'inaction. Des couloirs aériens limités ne sauveraient pas tout le pays, mais pourraient sauver des vies dans les zones les plus touchées. Il y a aussi l'approche à long terme, des garanties de sécurité qui n'impliquent pas de combat. Cela pourrait impliquer plus de formation, d'aide ou des accords de soutien pour les forces ukrainiennes. Faute d'adhésion à l'OTAN, en 2024, les États-Unis et d'autres pays ont signé des accords pour fournir des milliards en armes et formations sur 10 ans. Ce n'est pas la zone d'exclusion aérienne voulue par l'Ukraine, mais c'est une base. Cependant, l'Ukraine attend plus que des promesses. Ils veulent des actions maintenant, pas dans 10 ans. Fait intéressant, l'Ukraine demande une zone d'exclusion aérienne et tente d'en instaurer une elle-même. Grâce aux Patriotes, Iris-T et Nassam, l'Ukraine a protégé ses principales villes par une défense aérienne. Ces zones ne stoppent pas tout, mais à Kiev, elles ont bloqué des dizaines d'attaques. Les nouvelles unités de drones de l'Ukraine sont utilisées non seulement pour frapper, mais aussi pour intercepter les menaces entrantes. Ce n'est pas une zone d'exclusion aérienne classique avec des avions de l'OTAN, mais un ensemble de défense, artisanal, évolutif et typiquement ukrainien, qui s'en rapproche peu à peu. Un autre élément intéressant dans toute cette situation, c'est que pendant que Washington et Bruxelles dominent les gros titres, une autre puissance observe depuis la touche. La Chine, Pékin, a tenté de rester prudente, appelant à la paix, offrant un soutien diplomatique flou et continuant à commercer avec Moscou. Mais si l'OTAN impose une zone d'exclusion aérienne en Ukraine, cet équilibre pourrait s'effondrer. La Chine pourrait devoir soutenir davantage la Russie, au moins dans ses propos. Cela pourrait impliquer plus d'exercices militaires conjoints dans le Pacifique, une coopération technologique accrue, ou des accords économiques pour limiter l'effet des sanctions occidentales. Il ne s'agit pas seulement d'avions de chasse en Ukraine, mais de l'évolution de l'ordre mondial quand les grandes puissances choisissent leur camp. Et si Pékin considère l'initiative de l'OTAN comme une menace pour son propre espace stratégique, l'effet domino pourrait s'étendre bien au-delà de l'Europe. Et voici autre chose à laquelle les dirigeants réfléchissent, même s'ils ne le disent pas ouvertement. Imposer une zone d'exclusion aérienne en Ukraine par l'Occident ne modifie pas seulement le champ de bataille, mais change aussi les règles et crée un précédent. Un précédent que retiendront gouvernements, militants et public mondial.
La prochaine fois qu'une guerre éclatera, que ce soit à Taïwan, à Gaza, au Soudan, ou dans un endroit que personne ne regarde même. Pourtant, les gens demanderont « Eh bien, pourquoi pas nous ? Pourquoi l'Ukraine valait-elle le risque ? Les avions de chasse, l'escalade ?» Curieusement, notre crise n'est pas liée aux tensions Iran-Israël, pourtant en tête de liste. C'est pourquoi la question persiste. Elle persiste lors des conférences de presse, dans la diplomatie parallèle et chez les dirigeants qui gèrent les attentes. Une fois ce seuil franchi, et la volonté de défendre des civils par la force montrée, il devient plus difficile de justifier la retenue. Ailleurs, la logique morale change, le coût politique de l'inaction augmente, et soudain, chaque conflit devient un test de cohérence. Voilà pourquoi de nombreux dirigeants hésitent, non par indifférence envers l'Ukraine, mais parce qu'ils mesurent les conséquences durables du précédent. Une zone d'exclusion aérienne est plus qu'une tactique, c'est un signal. Cela indique au monde quel type de violence exige une intervention et lequel ne l'exige pas. Ce signal pourrait les suivre chez eux, à leurs frontières, dans leurs alliances et crises. À l'ère des médias mondiaux et de la mobilisation rapide, le précédent fait force. Et une fois qu'il est établi, il est presque impossible de revenir en arrière. Et puisque nous parlons de précédent, il y a un autre angle qui mérite d'être examiné. Les raisons du refus d'imposer une zone d'exclusion aérienne sur l'Ukraine sont indéniablement sérieuses. Mais il y a une inquiétude croissante que dire non pourrait finir par coûter plus cher que ce que quiconque avait prévu, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour le monde entier. Chaque refus de l'Occident envoie un message. Cela dit aux agresseurs que s'ils poussent assez fort, ils peuvent s'en sortir, que s'ils menacent de représailles nucléaires, ils peuvent bombarder des civils sans conséquences sérieuses. Cette peur agit, et une fois diffusée, elle ne reste pas locale. Il touche les dirigeants silencieux sur la touche, Pékin, Téhéran, et tous ceux qui se demandent jusqu'où aller avant une intervention. Le danger augmente si l'Ukraine doit combattre seule dans les airs et que le monde reste passif, créant ainsi un précédent. Même face à une agression évidente visant des civils, les nations puissantes hésitent, transformant cette hésitation en tactique. Cela est étudié, cela est copié, cela devient une partie du manuel. Pour ceux qui perçoivent et exploitent la faiblesse, il y a aussi un risque de lassitude. Plus la guerre dure, plus les gens se désintéressent. Les gouvernements détournent leur attention et l'aide ralentit. Sans changement stratégique majeur, l'Ukraine risque d'obtenir moins que ce qu'elle mérite. Ce n'est pas seulement une défaite pour l'Ukraine, mais aussi pour tous les pays qui pensent que les frontières et la souveraineté comptent, et que les civils ne doivent pas servir de monnaie d'échange. Maintenant, faire respecter une zone d'exclusion aérienne est dangereux. Il est évident que ce n'est pas une décision facile, mais ne rien faire pourrait coûter plus cher. Parce que si l'Ukraine échoue, si la Russie conserve ses gains, si l'Occident est perçu comme étant prudent au point d'être paralysé, alors la prochaine crise sera encore plus difficile à arrêter. La prochaine invasion viendra plus vite, le prochain agresseur sera plus audacieux, et il ne s'agit pas seulement de l'Europe. Si l'OTAN quitte le ciel ukrainien, que fera-t-on si Taïwan demande de l'aide ? Si un autre pays subit des frappes de missiles et demande de l'aide, la réponse faite à l'Ukraine servira d'exemple. Cela influencera les décisions. Cela renforcera ou brisera la confiance, et une fois perdue, les alliances faiblissent, la dissuasion chute, rendant le monde plus dangereux. Certains dirigeants estiment donc qu'il faut envisager la zone d'exclusion aérienne, non pour faire la guerre, mais pour l'éviter. Parce que parfois, le risque d'agir est moindre que le coût de l'inaction. Protéger les civils est un choix moral et stratégique. Et si le ciel reste ouvert aux bombes, les portes restent ouvertes au chaos. Alors que le débat persiste et que les risques existent, continuer à dire non n'est peut-être pas la meilleure option. Cela pourrait être celle qui ouvre la voie à quelque chose de bien pire. Et c'est pourquoi la question ne disparaîtra pas, car au final, il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine, mais du type de monde dans lequel nous sommes prêts à vivre aujourd'hui. Lors de la réunion d'août 2025, Trump et Zelensky sont repartis souriants, évoquant la coopération en sécurité, sans engagement ferme. Concernant une zone d'exclusion aérienne, les Européens ont promis plus d'argent, et Trump a laissé entendre qu'il pourrait fournir des défenses aériennes ou un soutien aérien limité dans le cadre d'un accord de paix. Mais tout cela restait flou. C'est le cœur du débat. Une zone d'exclusion aérienne semble protectrice, mais constitue aussi une provocation, parfois simultanément. C'est pourquoi la situation paralyse les dirigeants mondiaux, et que cette option reste envisagée sans être choisie. Pour l'Ukraine, garder cette idée vivante permet de rappeler à ses alliés les promesses non tenues de 1994. Pour l'Occident, se retenir consiste à éviter une catastrophe qui pourrait engloutir tout le monde. Parfois,
La meilleure décision est de ne rien décider. L'un des problèmes de ces vidéos montrant de nombreuses frappes de drones, même sans blesser de soldats russes. Dans la vidéo, YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, nous avons eu 4 vidéos de guerre qui ont été démonétisées, selon YouTube. Montrer des frappes de drones ou même des images vidéo.